Numéro 1. La générosité est un concept de luxe aux Pays-Bas. Une notification de demande de paiement d'à peine 50 centimes peut s'afficher sur votre téléphone juste après avoir quitté un lieu de divertissement aux Pays-Bas. Les habitants appellent cela la culture Tiki, un mode de vie qui tire son nom de l'application de paiement extrêmement populaire, spécialisée dans le partage des notes après chaque sortie. Contrairement aux Américains qui ont l'habitude de se disputer pour offrir ou de régler la totalité de l'addition, la personne qui avance l'argent ici envoie un lien de paiement à tous les membres du groupe. Oublier délibérément de rembourser sa dette, même pour quelques centimes, est considéré comme un manque de respect envers les principes d'équité de la société. Cette application gère un flux de plus de 500 millions d'euros chaque année, et environ 70% des demandes de remboursement sont réglées proprement, en moins de 81 heures, pour éviter des tensions inutiles dans les relations sociales. Cette transparence absolue en matière d'argent ne se limite pas aux grandes fêtes, elle s'applique en détail jusqu'au moindre centime. Ne soyez pas surpris si vous recevez une facture simplement pour avoir bu une gorgée de bière ou emprunté une cigarette à la personne à côté de vous. Ce principe de vie permet d'éliminer totalement le flou dans les affaires financières, car chaque individu doit assumer la responsabilité de ce qu'il a lui-même consommé. C'est pourquoi le partage des frais à table est devenu une règle non écrite pour faire fonctionner la vie quotidienne dans cette nation d'Europe occidentale. Cette mentalité d'équité s'immisce même dans les premiers rendez-vous amoureux entre hommes et femmes. À l'inverse de la culture américaine où l'homme paie par défaut pour faire preuve de galanterie, les femmes néerlandaises considèrent le fait de payer leur propre part comme l'expression la plus haute de l'égalité des sexes. Cette action permet aux deux partenaires de maintenir une position d'égalité et d'éviter le sentiment d'être redevable ou d'avoir un engagement affectif à la fin de la rencontre. Diviser l'addition aide à éliminer les attentes déplacées pour se concentrer pleinement sur la découverte de la personnalité de l'autre. Cela réduit également la pression psychologique et prévient les conflits liés à des attentes intimes non souhaitées après le rendez-vous. C'est ce qui explique pourquoi l'expression Going Dutch est née dans le monde entier pour décrire la règle du partage équitable des frais au sein des couples lorsqu'ils vont manger ou boire un verre. Le but suprême de ce mode de vie réside dans le maintien d'une indépendance absolue entre les individus. Les Néerlandais ont la conviction qu'une gestion financière claire constitue le fondement le plus solide pour une relation durable. Qu'il s'agisse d'amitié ou de partenariats commerciaux. Il ne s'agit pas d'avarice, mais de leur façon de protéger la liberté individuelle, ainsi que l'estime de soi. Les enquêtes sociales démontrent que 85% des Néerlandais pensent que partager l'argent s'avère efficace pour réduire de moitié les conflits financiers dans les amitiés de longue date. Cette philosophie de vie puise ses racines profondes dans la longue histoire du commerce maritime du pays, époque où tous les risques et les bénéfices des expéditions navales étaient partagés équitablement entre tous les actionnaires ayant investi des fonds. Numéro 2. Le pays qui emprunte ses terres au fond de l'océan. L'avion qui vient de se poser aux Pays-Bas vous emmène en réalité à 5 mètres sous le niveau de la mer. Dès vos premiers pas à l'aéroport de Schiphol, vous vous trouvez en réalité à une altitude inférieure de 5 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est la réalité de survie quotidienne pour plus de 60% de la population néerlandaise. Plus de 26% de la superficie de ce pays devrait être le lieu de vie des poissons et des coraux si les systèmes de digues cessaient de fonctionner ne serait-ce qu'une seule journée. Le sentiment de vivre dans une sorte de cuvette géante, sous le niveau de l'océan, transforme l'observation du niveau de l'eau en un véritable instinct de survie. Le système de digues maritimes, appelé Delta Works aux Pays-Bas, a été conçu pour résister à des tempêtes dont la probabilité d'apparition est de une seule fois tous les 10 000 ans, et l'entretien de ce réseau engloutit plus de 1 milliard d'euros chaque année pour empêcher que 10 à 7 millions de personnes ne soient submergées par l'océan pendant leur sommeil. Ce creux gigantesque, au niveau de l'aéroport, nous conduit à une vérité encore plus impressionnante concernant le point le plus bas du pays, le Zuidplaspolder. À cet endroit, vous vous tenez à près de 7 mètres sous le niveau de la mer, là où la pression de l'eau de l'autre côté des barrages est une menace permanente. Construire le moindre ouvrage sur ce sol fragile et humide constitue un véritable cauchemar d'ingénierie. Les fondations des bâtiments dans cette région basse doivent utiliser des milliers de piliers en béton ou en bois de chêne enfoncés à 20 mètres de profondeur dans une couche de sable compressée pour stabiliser la structure, et sans un système de pompage continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute la zone se transformerait en marécage en moins de 48 heures. Ne pouvant pas éternellement se contenter de s'installer dans les dépressions naturelles, les Néerlandais ont choisi de conquérir des terres sur l'océan. Toute la province du Fleuvoland est un témoignage de la puissance humaine,
car elle a été entièrement créée en asséchant la mer grâce à la technique du polder. Les ingénieurs construisent une digue autour d'une étendue d'eau salée, puis utilisent des pompes pour la vider complètement jusqu'à faire apparaître le fond de la mer rempli de boue liquide et de restes d'organismes marins. Le processus de création d'un polder commence par le semis de graines d'herbe spéciales par avion sur la boue humide pour que leurs racines absorbent toute l'humidité excessive, aidant à transformer la boue fluide en une terre solide, capable de supporter le poids des engins motorisés en l'espace de 5 à 10 ans. Cependant, tous les efforts d'assèchement permettent seulement d'agrandir la superficie sans pouvoir résoudre le fait que toute cette nation manque de points d'appui en altitude. Le point le plus élevé de la partie continentale est la colline de Valserberg, qui culmine à seulement 323 mètres, un chiffre dérisoire si on le compare aux chaînes de montagnes des États-Unis ou du reste de l'Europe. Cette colline n'est en réalité qu'une petite butte, située au point de triple frontière avec l'Allemagne et la Belgique. Ce qui fait que votre horizon aux Pays-Bas se trouve toujours bloqué par les digues. Cette platitude absolue permet au vent marin de souffler vers l'intérieur des terres sans rencontrer le moindre obstacle, créant une pression continue sur le système de régulation des eaux. La topographie étant excessivement plane et basse, la force du vent aux Pays-Bas s'avère supérieure de 20% par rapport aux régions intérieures de l'Europe, ce qui oblige à construire des digues avec une inclinaison et une surface spéciale pour dissiper l'énergie des vagues de la mer avant qu'elles ne touchent le pied de l'ouvrage. Numéro 3. La terre des géants. La norme des 6 pieds ne représente qu'une taille moyenne basse aux Pays-Bas. Avec une hauteur de 183,8 cm pour les hommes et de 170,7 cm pour les femmes, les Néerlandais transforment involontairement chaque touriste en une sorte de lilliputien dans les espaces publics. Les lois néerlandaises sur la construction ont d'ailleurs dû augmenter la hauteur standard des encadrements de portes à 2,3 mètres et celle des plafonds à un minimum de 2,6 mètres pour prévenir les risques de blessures. Cette stature colossale des Néerlandais s'avère être le résultat d'une sélection génétique. Durant 2 siècles, les femmes de ce pays ont eu tendance à délaisser les hommes de petite taille. À cela s'ajoute un régime alimentaire basé sur le lait et le fromage dès le plus jeune âge. Un Néerlandais consomme en moyenne 320 kg de produits laitiers par an, ce qui propulse la concentration de l'hormone de croissance dans le sang au niveau le plus élevé. Les statistiques indiquent que la taille moyenne des Néerlandais a augmenté de 20 cm au cours des 200 dernières années seulement. Cette progression se montre si rapide que les scientifiques qualifient ce phénomène de choc biologique qu'aucun médicament de croissance n'aurait pu réaliser. En plus d'être grand, 56% de la population maintiennent une intensité d'activité physique hebdomadaire très élevée pour fortifier le système musculaire qui soutient ce squelette hors norme. Vivre dans une nation de géants complique l'utilisation de tous les équipements publics pour une personne de taille normale. Les miroirs dans les toilettes publiques sont installés si haut que vous ne pouvez même pas apercevoir le sommet de votre tête, tandis que les lavabos et les cuvettes sont conçus selon des dimensions qui obligent les personnes de moins de 1,70 m à utiliser un tabouret. Même les poignées de maintien dans les bus se trouvent hors de portée, forçant les voyageurs à s'agripper pour garder l'équilibre. Mais grâce à cette grande taille, les habitants bénéficient également d'un privilège, le coût de l'assurance maladie pour les pathologies liées à la colonne vertébrale y étant inférieur de 20% par rapport aux autres pays, car le système de santé intervient très tôt par des programmes de correction de la posture et des exercices spécialisés pour les enfants dès l'école primaire. Une anecdote populaire raconte souvent que les Néerlandais ont dû grandir pour garder le nez au-dessus de l'eau, puisque un tiers du pays se situe sous le niveau de la mer. Posséder un corps plus grand leur donne un avantage de survie absolu dans un environnement de marécages et de cours d'eau dense. Les personnes ayant de longs membres comme les Néerlandais possèdent la capacité de maintenir leur température corporelle et de flotter 20% plus longtemps dans les eaux froides grâce à un rapport optimal entre la surface corporelle et la masse musculaire pour résister au Elvita froid. Numéro 4. Dutch Directness, une franchise déroutante. Vous ne trouverez jamais de détour, ni de compliments hypocrites dans la manière de converser des Néerlandais. Si vous portez par mégarde une tenue excentrique ou si vous proposez une idée farfelue, ils vous regarderont droit dans les yeux pour vous dire que c'est laid ou ridicule devant tout le monde. Selon la culture néerlandaise, utiliser des euphémismes pour ménager les susceptibilités constitue une attitude hypocrite et une perte de temps. Ce qui choque beaucoup de monde, c'est que l'interlocuteur ne se sent généralement pas offensé, mais considère cela comme un mode de communication normal.
Les experts en ressources humaines estiment que ce style direct permet aux réunions dans les entreprises néerlandaises d'être plus courtes et plus efficaces, car tout le monde se concentre sur la résolution du problème plutôt que sur les politesses. Cela s'exprime également à travers le concept de bespreekbaarheid, qui signifie que n'importe quel sujet, même le plus sensible, peut être débattu publiquement. Ce comportement ne découle pas d'une mauvaise intention, mais d'une volonté de gagner du temps et d'améliorer la productivité. Les Néerlandais pensent que mentir par politesse revient à sous-estimer l'intelligence de la personne en face et à freiner le développement du groupe. C'est pourquoi, du café jusqu'au bureau, vous assisterez régulièrement à des débats animés où les erreurs sont pointées de façon très rapide et frontale. Les formations destinées aux étrangers aux Pays-Bas insistent d'ailleurs toujours sur la préparation psychologique pour ne pas être déstabilisé par les remarques directes des collègues locaux. Le milieu professionnel aux Pays-Bas fonctionne aussi selon un esprit d'égalité absolue. Même un nouvel employé peut interrompre le directeur en pleine réunion pour signaler un point incohérent sans craindre de représailles. Exprimer un désaccord est perçu comme une responsabilité envers l'organisation, et non comme un acte de rébellion. Cette culture d'entreprise horizontale permet de détecter les erreurs très tôt et de limiter les décisions autoritaires. Cette volonté de dire la vérité s'accompagne d'une capacité professionnelle à recevoir les critiques. Les Néerlandais considèrent les reproches comme une opportunité de s'améliorer et non comme une attaque contre leur ego. Après une vive altercation, ils peuvent tout à fait aller boire une bière ensemble comme s'il ne s'était rien passé, car ils séparent toujours le travail des relations personnelles. C'est grâce à cette habitude de dissiper immédiatement toutes les frustrations que les Pays-Bas figurent continuellement dans la liste des pays les plus heureux du monde, établie par les Nations Unies. Numéro 5. Le cercle d'anniversaire de la terreur. Si vous avez l'occasion de vous rendre aux Pays-Bas, vous risquez de vous retrouver dans une situation cocasse où vous devrez féliciter des personnes qui ne fêtent pourtant pas leur anniversaire ce jour-là. En entrant dans une fête dans ce pays, vous ne trouverez pas de musique entraînante ni de groupe de personnes discutant librement. À la place se trouve un cercle de chaises installé au milieu du salon, où tous les invités s'assoient les uns en face des autres. Cette disposition force tout le monde à interagir par le regard et à participer à la conversation générale. Pour les personnes introverties, cela peut être une expérience assez stressante, mais cela aide l'hôte à observer, discuter et s'occuper facilement de tous les convives. La particularité réside dans le rituel des salutations. Au lieu de féliciter uniquement la personne dont c'est la fête, vous devez faire le tour de la pièce pour féliciter un par un tous ses proches. Vous serrerez la main de la mère de l'hôte pour la féliciter de l'anniversaire de son fils. Puis vous continuerez avec les frères et sœurs, le conjoint et les autres membres de la famille. Oublier une seule personne peut être perçu comme un manque de politesse. Les Néerlandais considèrent cela comme un moyen de renforcer les liens sociaux et d'aider tout le monde à mémoriser rapidement l'identité de chacun. En raison de cette originalité, de nombreux étrangers appellent cela la fête d'anniversaire en cercle. La mentalité pragmatique des Néerlandais se reflète aussi dans la manière de servir la nourriture. Ne vous attendez pas à un grand buffet, car habituellement, chaque invité reçoit seulement une tasse de café et une part de gâteau de la part de l'hôte. Même si vous avez encore faim, vous ne devez pas vous servir une deuxième portion sans y avoir été invité. Cette organisation aide les gens à se concentrer sur la discussion plutôt que sur la nourriture, tout en permettant à l'hôte de contrôler précisément les coûts et d'éviter le gaspillage alimentaire. Cette habitude d'économie provient de la valorisation de la juste mesure chez les Néerlandais, où tout gaspillage de nourriture est considéré comme un comportement inapproprié. Ce qui surprend le plus les voyageurs, c'est que la fête se termine exactement à l'heure indiquée sur le carton d'invitation. Si le billet mentionne de 14h à 10 à 7h, à 10 à 7h précises, les invités se lèvent tous ensemble pour rentrer chez eux sans que l'hôte n'ait besoin de le rappeler. Il n'y aura pas d'adieu interminable sur le pas de la porte, ni de discussions sans fin qui font perdre du temps aux deux parties. De cette façon, l'hôte dispose encore de temps pour sa vie privée, tandis que les invités organisent activement la suite de leur journée. Cette clarté concernant le temps permet aux Néerlandais d'équilibrer parfaitement la vie sociale et l'espace privé de la famille sans froisser personne. Numéro 6. Des enfants élevés dans la liberté. Pendant que les parents américains cherchent encore leur voie avec le helicopter parenting, qui consiste à surveiller les enfants 24 heures sur 24, les enfants aux Pays-Bas commencent à devenir autonomes dès l'école primaire. L'UNICEF classe régulièrement les enfants néerlandais en tête de la liste des plus heureux du monde, non pas parce qu'ils sont gâtés, mais parce qu'on leur accorde de la liberté et qu'on les traite comme des adultes. La pression scolaire est considérée ici comme inutile avant l'âge de 12 ans, la priorité étant donnée aux expériences réelles dans la société.
Les enquêtes montrent que plus de 90% des enfants néerlandais se sentent satisfaits de leur vie grâce à l'équilibre entre les études et le jeu, et le système éducatif national se classe dans le top 5 mondial pour sa capacité à développer les compétences sociales, plutôt que de se focaliser uniquement sur les notes. Cette autonomie se forge à travers le fait que des millions d'enfants se rendent à l'école à vélo sous la pluie froide, sans avoir besoin de transport scolaire. De 8 à 10 ans, l'image de ces petits garçons et de ces petites filles dirigeant seuls leur bicyclette pour franchir les grands carrefours encombrés est devenue un élément incontournable du paysage urbain. Sentir le vent de la mer du Nord souffler sur le visage et entendre le bruit de la chaîne du vélo constitue la première leçon de persévérance de la vie. Les parents néerlandais ont la conviction que laisser leurs enfants affronter seuls les risques de la rue est le meilleur moyen de développer leur vigilance et leur capacité d'orientation spatiale. Les Pays-Bas possèdent un réseau de pistes cyclables de 35 000 km, avec un système de signalisation et de feux de circulation propre, et le taux d'accident de la route, impliquant des enfants se rendant seuls à l'école, y est inférieur de 60% par rapport aux pays dépendants de la voiture, comme les États-Unis. Cette indépendance précoce a façonné la place des enfants au sein de la structure familiale. Ici, la voix d'un enfant possède le même poids que celle d'un adulte lorsqu'on discute de sujets importants comme le budget des vacances ou la décision d'acheter une nouvelle voiture. Ils ne subissent pas d'imposition, mais sont encouragés à formuler des arguments et à défendre leur opinion personnelle devant leurs parents. Cette méthode d'éducation élimine totalement la peur, aidant les enfants à développer un esprit critique et une grande estime de soi dès les bancs de l'école. Les études psychologiques indiquent que les enfants qui participent aux décisions familiales possèdent une capacité à résoudre les conflits supérieure de 25% et ont tendance à mieux réussir dans les postes de direction à l'âge adulte, car ils ont exercé leurs compétences de négociation dès leur plus jeune âge. Les enfants grandissent ici avec l'idée que le monde est un endroit sûr à explorer, et non un piège rempli de dangers exigeant la protection permanente des parents. Les dépenses du gouvernement pour les programmes de protection de l'enfance et de soutien aux familles aux Pays-Bas représentent environ 1,5% du produit intérieur brut, un chiffre bien supérieur à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique, garantissant que chaque enfant dispose des meilleures bases physiques et mentales, indépendamment des revenus des parents. Numéro 7. Les boîtes de verre qui exposent la vie privée. Une maison aux rideaux fermés aux Pays-Bas est le signe que le propriétaire cache quelque chose de louche ou traverse une instabilité psychologique. Aux États-Unis, les rideaux sont le dernier rempart pour protéger la vie privée. Mais ici, exposer l'intégralité de son salon au regard des passants constitue une norme morale élémentaire. Ces immenses fenêtres en verre qui ouvrent totalement la vue jusqu'à la table à manger ou au canapé sont la spécialité de chaque quartier, de la ville d'Amsterdam jusqu'aux villages les plus isolés. Même lorsque la nuit tombe et que les lumières dorées à l'intérieur rendent tout visible, les habitants ne tirent absolument pas leurs rideaux. Installer des tissus trop épais est parfois suspecté par le voisinage de cacher des activités illégales, et cette tendance des grandes fenêtres occupant jusqu'à 70% de la façade permet d'optimiser la lumière tout en augmentant les coûts de chauffage de 20% à cause de la perte de chaleur à travers. Le verre renforcé non couvert. Cette exposition puise sa source dans la philosophie de n'avoir rien à cacher qui est ancrée dans les gènes des Néerlandais. Cette pensée est liée au calvinisme traditionnel, courant où l'honnêteté est placée au premier plan et où chaque action obscure derrière des portes closes est considérée comme un péché. Les études sociologiques montrent que cette culture de l'ouverture permet de réduire le taux de cambriolage dans les quartiers résidentiels, car chaque recoin de la maison se trouve constamment sous le regard de la communauté, transformant les voisins en un système de caméras de sécurité humaine fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au lieu d'utiliser des rideaux pour se séparer de l'extérieur, les habitants transforment le rebord de leurs fenêtres en de véritables petites scènes artistiques pour offrir un cadeau visuel aux passants. Vous verrez des fleurs fraîches, des bougies parfumées et des statuettes en porcelaine disposées méticuleusement vers la rue plutôt que vers l'intérieur de la maison. La valeur immobilière dans les quartiers du centre peut augmenter de 10% si le logement possède un large rebord de fenêtres et une vue dégagée, et le maintien de cette exposition coûte à chaque foyer environ $60 par mois en accessoires de décoration pour s'assurer que l'image personnelle face au public soit toujours parfaite. Le point essentiel qui empêche ce système de se transformer en désastre reste la règle implicite de l'aveuglement poli de la part des piétons. Même si la maison expose toutes les activités quotidiennes, vous n'avez absolument pas le droit de vous arrêter pour regarder fixement ou scruter la vie privée des occupants. Vous pouvez tout voir,
mais vous devez agir comme si vous ne voyiez rien afin de maintenir la fluidité sociale. Le comportement consistant à regarder fixement à l'intérieur de la maison de quelqu'un est considéré comme une insulte grave équivalente à une violation de domicile. Numéro 8. La patrie du marché boursier moderne. L'intégralité de votre compte d'action est l'héritage d'un groupe de marchands d'épices du XVIIe siècle. En l'an 1602, la bourse d'Amsterdam est née en tant qu'outil de levée de fonds pour les navires partis exploiter les colonies. Sans aucun écran électronique pour afficher les chiffres, des milliers de personnes se bousculaient sur une cour en briques pour hurler et s'échangeraient des morceaux de papier de créance. Cette place d'échange fonctionnait en plein air, peu importe la météo, et accueillait jusqu'à 1000 commerçants simultanément, les transactions étant notées à la plume sur du parchemin et prenant 48 heures pour être confirmées par un messager à cheval. Avant l'année 1602, l'investissement était le privilège de la noblesse. Mais la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a changé la règle à cette époque en permettant à toute personne disposant d'argent liquide de posséder une part. Les habitants faisaient de longues files d'attente pour échanger leurs pièces d'argent contre les premières actions de l'histoire de l'humanité. Vous ne possédiez pas une entreprise, vous possédiez une partie d'une flotte de navires qui avait le droit de déclarer la guerre et de frapper sa propre monnaie. L'introduction en bourse de cette compagnie a permis de lever 6,4 millions de florins, soit l'équivalent de 100 millions de dollars d'aujourd'hui, et cette entreprise a maintenu un niveau de dividende de 10 à 8% par an pendant 2 siècles. Un taux de rentabilité qu'aucune société de l'indice moderne S&P 500 n'a pu conserver pendant plus de 3 décennies. Les outils financiers les plus complexes, comme la vente à découvert ou les fonds d'investissement, ont tous vu le jour à Amsterdam. La vente à découvert, action consistant à emprunter des actions pour les vendre en espérant que le prix baisse afin de les racheter moins cher, a été créé par Isaac Le Maire en 1609 comme un moyen de faire pression sur la direction de l'entreprise. En parallèle, le premier fonds d'investissement est né en 1774, après une crise financière, dans le but de rassembler les petites économies de plusieurs personnes pour diversifier les portefeuilles et éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ces concepts n'ont rien de lointain ou de théorique, ce sont des solutions de survie pour protéger son argent face aux fluctuations imprévues du marché. Au XVIIIe siècle, le premier fonds d'investissement, baptisé l'Union, fait la force s'est imposé la règle de diviser son portefeuille en 2000 types d'actifs différents pour réduire le risque de faillite des petits foyers. La psychologie de panique et l'avidité des hommes sur les marchés boursiers ont été théorisées dans un livre dès l'année 1688. Le commerciante Joseph de la Vega a écrit l'ouvrage « Confusion des confusions » pour décoder pourquoi les personnes les plus intelligentes peuvent tout perdre en participant au marché. Le livre décrit la bourse comme un labyrinthe de rumeurs et de peurs, où le prix des actions varie non seulement selon les bénéfices, mais aussi selon l'humeur de la foule. Ces leçons sur le fait de ne pas suivre la masse et de garder la tête froide conservent toute leur valeur aujourd'hui lorsque vous observez les graphiques boursiers. Les données historiques montrent qu'au XVIIe siècle, les investisseurs d'Amsterdam savaient déjà utiliser les ordres d'arrêt des pertes en confiant des accords écrits à leurs courtiers pour vendre automatiquement les actions lorsque le prix touchait un seuil dangereux afin de préserver le capital restant. Numéro 9. La domination de la couleur orange aux Pays-Bas. La carotte présente dans votre assiette est en réalité un outil de propagande politique du XVIe siècle. Avant que les agronomes néerlandais ne s'en mêlent, ce légume arborait une couleur violette, blanche ou jaune clair, avec une saveur amère difficile à avaler. Pour exprimer leur fidélité à la famille royale de la maison d'Orange-Nassau et au roi Guillaume d'Orange, les agriculteurs de l'époque ont réalisé un croisement génétique à grande échelle pour teindre en orange l'intégralité des récoltes. Ce changement de couleur a transformé les habitudes alimentaires du monde grâce à une teneur en sucre naturel bien plus élevée que les anciennes variétés. Actuellement, les types de carottes néerlandaises, comme la longue orange, dominent plus de 90% du marché mondial grâce à une teneur extrêmement haute en bêta-carotène, ce qui aide à augmenter les capacités antioxydantes et protège mieux la rétine que les carottes originelles. Cette obsession pour cette couleur mène à un phénomène culturel fou appelé Orangeject, moment où le pays entier se transforme en un bloc orange vif. Le 27 avril de chaque année, jour de la fête du roi, vous verrez des millions de personnes envahir les rues vêtues d'orange de la tête aux pieds, créant une mer humaine si dense qu'elle peut être observée depuis les satellites. Au-delà des festivals, cette couleur orange envahit aussi les stades internationaux, devenant une arme psychologique pour impressionner les adversaires. Les recherches sur la psychologie des couleurs indiquent que l'orange stimule l'excitation et le sentiment de domination physique. Et lors des grands tournois, les ventes de maillots orange
peuvent atteindre 40 000 pièces en l'espace de seulement 20 fourreurs après une victoire. Cet engouement a ouvert la voie à un privilège économique unique dans l'année appelée Vrijmarkt. En ce jour de fête, le gouvernement néerlandais autorise chaque individu à vendre ses objets d'occasion directement sur le trottoir sans avoir besoin de s'enregistrer comme commerçant ni de payer la moindre taxe. Vous croiserez des enfants assis sur une bâche remplie de vieux jouets ou des personnes âgées vendant des piles de livres à l'odeur de papier humide contre des pièces de monnaie qui s'échangent en continu. C'est le plus grand festival de recyclage de la planète, moment où les objets jetés trouvent un nouveau cycle de vie dans le désordre calculé des Néerlandais. Durant le Vrijmarkt, la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques est totalement suspendue pour les transactions de rue, transformant ces 24 heures en la période la plus rentable pour les petits commerçants et les collectionneurs d'antiquités. Numéro 10. La gastronomie insolite des Pays-Bas. Les hommes néerlandais sont prêts à se tenir debout en pleine rue pour avaler un hareng cru en l'espace de quelques secondes. Ce plat de hareng salé n'est pas servi dans une assiette. Vous devez attraper la queue du poisson dont les arêtes ont été retirées, pencher la tête en arrière, y insérer l'intégralité du corps dans la gorge. C'est le moyen le plus rapide de faire le plein de protéines et de graisse sans utiliser de couteau ni de fourchette. Les habitants considèrent la consommation de hareng comme un rituel pour maintenir leur énergie pour les activités de plein air. La législation néerlandaise impose que chaque hareng soit congelé à une température de moins 20 degrés Celsius pendant au moins 24 heures, afin de détruire totalement le parasite Anisakis avant d'être vendu dans les parcétrets de l'APT chariot de rue. Le bonbon drop, qui contient une grande proportion de réglisse, est un aliment qui défie toutes les limites de résistance des voyageurs américains. Les Néerlandais consomment 32 millions de kilos de réglisse salée chaque année, une friandise ayant une concentration en chlorure d'ammonium si forte qu'elle dégage un goût similaire à un produit de nettoyage. Si vous essayez pour la première fois, vous la recracherez certainement immédiatement, alors que les locaux l'utilisent comme un bonbon à sucer quotidien pour rester vigilants. La consommation de cette réglisse fait partie des habitudes alimentaires de ce peuple. Cependant, l'acide glycyrrhésique contenu dans la réglisse possède la capacité de provoquer de la rétention d'eau et d'augmenter la tension artérielle si l'on consomme plus de 200 grammes par jour. Le petit déjeuner de la nation, qui possède l'une des plus grandes tailles au monde, commence pourtant par du pain saupoudré de vermicelle de chocolat. Le plat hagelslag est l'aliment principal pour absorber rapidement des glucides pour les personnes qui doivent pédaler sur des dizaines de kilomètres pour aller travailler. À côté de cela, ils ont l'habitude de manger des frites avec une mayonnaise épaisse à la place du ketchup, comme aux États-Unis. Cette quantité de graisse et de calories est entièrement brûlée grâce à l'intensité d'activité physique très élevée des habitants. Les rituels de fromage à pâte pressée, comme le gouda, contiennent une grande quantité de vitamine K2, qui joue le rôle de transporteur du calcium vers les os plutôt que vers les vaisseaux sanguins. Les Pays-Bas occupent la première place mondiale pour l'indice d'alimentation saine et de nutrition, selon un rapport de l'organisation Oxfam. El Secreto réside en El Plato Stampo, un purée de papa mélangé avec des légumes verts et accompagné d'une saucisse fumée. Ce repas fournit une quantité complète de fibres et d'énergie propre, avec un coût de production extrêmement bas, grâce à un système de logistique agricole moderne. Vous verrez que les aliments frais dans les supermarchés néerlandais sont abondants et bien moins chers qu'à New York ou à Londres. Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles grâce à la technologie des serres. Et chaque légume y est contrôlé précisément au niveau de sa concentration en nutriments pour atteindre une teneur en vitamines supérieure de 20% par rapport à la culture traditionnelle. Le mode de vie des Néerlandais donne la priorité à l'efficacité maximale. C'est pourquoi leur déjeuner se résume souvent à quelques tranches de pain de mie fourrées au fromage. Ils absorbent rapidement de l'énergie pour maintenir leur productivité au travail. Ce pragmatisme leur permet de garder une silhouette svelte malgré une consommation de graisse issue du fromage qui s'élève à 10 à 7 kg par personne et par an. Chaque élément du régime alimentaire est calculé pour que le corps fonctionne de manière durable, dans un environnement de vent marin et de forte humidité. Le purée de papa refroidi dans le plat Stamppot crée de l'amidon résistant, ce qui aide à stabiliser le microbiote intestinal et contrôle la glycémie de façon 30% plus efficace que la consommation de glucides issus du riz blanc. Numéro 11. Les destinations touristiques fascinantes des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les sites touristiques établissent une nouvelle norme en matière de conquête de la nature et redéfinissent l'espace de vie humain. Le système de moulins à vent de Kinderdijk est une preuve concrète d'une gestion durable de l'eau depuis le XVIIe siècle, époque où 10 à 9 moulins géants fonctionnaient sur le principe de la transmission mécanique
pour pomper l'eau des terres basses vers les réservoirs. Cette créativité dans la cohabitation avec l'eau est également très visible dans le village de Giethoorn, où le réseau de transport routier est entièrement remplacé par des canaux entremêlés et où le seul moyen de déplacement reste le bateau électrique pour éliminer le bruit. Face à l'océan, l'ouvrage DeltaWorks joue le rôle de plus grand système de digues anti-tempête au monde, avec ses portes de barrage géantes capables de s'ouvrir et de se fermer de manière flexible, protégeant toute la région du delta contre le changement climatique, sans rompre l'écosystème marin. Pendant ce temps, la ville de Rotterdam fonctionne comme un laboratoire d'architecture du futur, avec ses maisons cubes qui défient le concept d'espace traditionnel et son marché couvert, Markthal, qui intègre des appartements résidentiels au cœur, d'une voûte spectaculaire. Au parc floral de Keukenhof, l'association de techniques de culture de haute technologie et de l'art paysager crée un immense centre industriel de la botanique où des millions de tulipes contribuent directement à une économie nationale de plusieurs milliards de dollars. Le système d'infrastructure de transport possède en outre le premier réseau de pistes cyclables solaires au monde qui intègre des panneaux photovoltaïques directement sous le revêtement de la route pour produire de l'électricité destinée au réseau d'éclairage et aux foyers environnants. Toutes les activités économiques et touristiques sont protégées par un système de surveillance automatique du niveau de l'eau fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant une sécurité absolue pour ces terres situées jusqu'à 7 mètres sous le niveau de la mer grâce à un mécanisme de drainage multicouche et à des réservoirs souterrains capables de supporter des crues décennales sur une échelle de 10 000 ans. Numéro 12. Le berceau des grandes inventions scientifiques. Vous ne sauriez jamais que des bactéries rongent votre corps sans les tubes de verre néerlandais du XVIIe siècle. Avant l'apparition du microscope et du télescope, l'humanité était totalement aveugle face aux choses trop petites ou trop lointaines. En l'an 1590, des fabricants de lentilles à Middelbourg ont superposé des verres optiques pour créer un appareil capable de voir à travers le monde microbien. Plus tard, Antony van Leeuwenhoek a utilisé ses propres fragments de verre poli à la main pour observer pour la première fois les animalcules, ces minuscules organismes qui nagent dans les gouttes d'eau et la plaque dentaire. Le fait de voir ces entités vivantes bouger à travers une lentille a brisé toutes les théories médicales anciennes sur les démons et les mauvais esprits. Le microscope de Leeuwenhoek possédait une capacité d'agrandissement allant jusqu'à 275 fois avec une résolution de 1 micromètre et la stérilisation de la lentille avec de l'alcool à haute concentration était la première règle de survie pour éviter les contaminations croisées de bactéries dans les laboratoires du XVIIe siècle. Cette curiosité pour l'infiniment petit a conduit les hommes à vouloir mesurer précisément la température de l'environnement ambiant. Daniel Gabriel Fahrenheit a mis fin à l'ère des devinettes météorologiques en inventant le thermomètre à mercure en l'an 10 à 714. Au lieu d'utiliser de l'alcool qui présentait de grandes marges d'erreur, il a employé le mercure, un métal liquide qui réagit de façon très sensible aux changements thermiques pour créer l'échelle Fahrenheit précise à chaque degré. Le mercure gèle à moins 38,8 degrés Celsius et bout à 356,7 degrés. Et en médecine, une température corporelle dépassant 42 degrés Celsius provoque une altération des protéines dans le cerveau, entraînant la mort en quelques heures seulement si le patient n'est pas refroidi d'urgence. Cette capacité de mesure et d'observation est devenue le fondement des efforts pour ramener les hommes de la mort à la vie grâce aux organes artificiels. Le docteur Wilhelm Kolff a fabriqué avec succès le premier appareil de dialyse rénale artificielle en l'an 10 à 943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas utilisé de haute technologie, mais a récupéré des pots de saucisses, des pièces d'avion abattues et des cuves émaillées pour filtrer le sang des patients souffrant d'insuffisance rénale. Une machine de dialyse moderne élimine environ 1,5 à 2 litres de liquide excédentaire, ainsi que les toxines comme l'urée et la créatinine, hors du sang à chaque cycle. Et sans cet appareil, un malade au stade terminal mourrait d'une intoxication sanguine, en l'espace de 7 à 10 jours. Une fois les organes internes remplaçables, capter les pulsations électriques du cœur est devenu la priorité absolue pour prévoir une issue fatale. Wilhelm Einthoven a concrétisé cela en inventant le galvanomètre à cordes en l'an 10 à 902. Le premier appareil à enregistrer un électrocardiogramme de manière précise. Il a utilisé un fil de quartz fin comme de la soie matée d'argent et suspendu au milieu d'un puissant champ magnétique pour capter les impulsions électriques infimes émises par le cœur humain. Ces lignes zigzags imprimées sur le papier constituent le langage même de la vie,
permettant aux médecins de prévoir un accident vasculaire cérébral avant qu'il ne se produise. Un électrocardiogramme standard comprend les ondes P, le complexe QRS et l'onde T, et la disparition de l'onde P, ou l'allongement anormal de l'intervalle PR, est un signe technique alertant que le système de conduction électrique du cœur subit une grave défaillance, exigeant une intervention médicale immédiate. Numéro 13. Les expériences incontournables lors d'un séjour aux Pays-Bas. Les Pays-Bas mettent en place un ensemble d'expériences très intéressantes et inédites pour les voyageurs. La première expérience consiste à se déplacer sur le réseau de pistes cyclables solaires dans des régions comme Cromnie. Les Pays-Bas exploitent le plus long système de voies réservées aux vélos au monde, intégrant des panneaux photovoltaïques sous le revêtement pour produire de l'énergie électrique. Faire du vélo ici n'est pas seulement une activité physique, mais c'est un moyen d'accéder directement à des solutions d'énergie durable. Vous ressentirez l'efficacité de la planification urbaine, puisque la bicyclette conserve toujours la priorité absolue dans tous les choix de circulation. À Amsterdam, louer un bateau électrique, sans permis pour explorer le réseau de canaux du XVIIe siècle, est la manière la plus concrète de comprendre la structure de la ville. Ce réseau de canaux fonctionne comme un immense système de transport et de régulation du niveau de l'eau. Diriger soi-même son embarcation permet d'observer nettement les maisons penchées caractéristiques, résultat de l'enfoncement de piliers en bois dans une couche d'argile fragile il y a des centaines d'années. Pour les passionnés d'ingénierie, marcher sur le sommet des digues de l'ouvrage Delta Works en Zélande est une expérience qui vaut le détour. Ce système comprend des portes de barrage pour retenir les tempêtes de dimensions gigantesques, jouant le rôle de bouclier d'acier pour protéger le pays de la montée des eaux de la mer. À cet endroit, vous pouvez observer le mécanisme d'ouverture et de fermeture de ces vannes pesant des milliers de tonnes, témoignage du plus haut niveau d'ingénierie hydraulique de la planète. Une autre expérience de grande valeur pratique est de participer au processus des ventes aux enchères de fleurs sur le marché flottant Bloemenmarkt ou sur la place d'enchères d'Eijsselmeer, le plus grand centre de commerce botanique du monde. À cet endroit, vous suivrez le fonctionnement de l'horloge d'enchères néerlandaise, système où le prix diminue au fil du temps jusqu'à l'apparition du premier acheteur. Ce mécanisme garantit une vitesse de transaction extrêmement rapide, permettant à des millions de fleurs fraîches d'être transportées vers tous les continents le jour même. Enfin, laissez-vous tenter par une randonnée sur la boue lorsque la marée se retire dans la mer des Wadden, un site classé au patrimoine mondial de l'UNICEF. Il s'agit d'un déplacement direct sur le fond de la mer, tout juste apparent pour observer l'écosystème marin et les animaux sauvages. Cette expérience demande une bonne condition physique et une parfaite connaissance des horaires des marées. Numéro 14. Le budget pour un voyage aux Pays-Bas. Les Pays-Bas établissent un système de prix proportionnel à la qualité des infrastructures et au niveau de confort urbain. Comprendre clairement les différents postes de dépenses vous permet de gérer votre budget efficacement lorsque vous accédez aux services dans ce pays plat. La capitale Amsterdam conserve sa place parmi les villes où les tarifs hôteliers sont les plus élevés d'Europe. Une chambre double dans un hôtel de catégorie moyenne varie de 165 à 275 $ la nuit. Choisir de loger dans des villes satellites comme Utrecht ou Haarlem constitue une solution économique très pratique. Le réseau de trains intercités à grande vitesse fonctionne avec une fréquence élevée, permettant de rejoindre le centre-ville en seulement 15 à 20 minutes, tandis que le prix des chambres baisse pour atteindre environ 110 à 155 $. Les Pays-Bas exploitent un réseau de transport public unifié grâce à la carte OV Chipkaart. Les frais de déplacement quotidiens sont estimés entre 6 et 27 $ si vous effectuez de nombreux trajets entre les différents sites touristiques. Louer une bicyclette traditionnelle pour un tarif de 11 à 16 $ par jour reste l'option la plus avantageuse. C'est le mode de transport principal, permettant d'accéder à tous les recoins de la ville sans dépenser d'argent pour le carburant ou le stationnement. Un repas dans un restaurant ordinaire coûte environ 22 à 38 $ par personne. Le réseau de supermarchés comme Albert Heijn propose des plats préparés respectant les normes nutritionnelles pour un prix de 5,5 à 11 $, aidant ainsi à optimiser le budget des voyageurs. Les spécialités de cuisine de rue comme le hareng cru ou les gaufres affichent des tarifs de 45 à 8 $, permettant de découvrir la culture culinaire à moindre coût. Les musées célèbres comme le Rijksmuseum ou le musée Van Gogh proposent des billets d'entrée à environ 22 ou 24 $. Posséder la carte Museum Card constitue une stratégie d'investissement intelligente si vous prévoyez de visiter plus de Fender sites. Ce pass permet un accès gratuit à plus de 400 musées dans tout le pays pendant un mois, réduisant ainsi considérablement le coût d'accès à la culture. Les Pays-Bas font fonctionner une économie presque entièrement sans argent liquide.
où plus de 90% des magasins, des guichets automatiques et des stands des marchés aux fleurs privilégient les paiements par carte de crédit ou par carte de débit international. Disposer de cartes équipées de la fonction de paiement sans contact est une condition obligatoire pour garantir la rapidité de toutes les transactions, tout en vous évitant les désagréments liés au fait que de nombreux établissements refusent les gros billets de banque ou les pièces de monnaie. Numéro 15. Les points essentiels à savoir lors d'un voyage aux Pays-Bas. Le système social néerlandais fonctionne sur la base de principes implicites et de réglementations juridiques strictes. Connaître ces consignes vous permet de vous intégrer rapidement et d'éviter des complications inutiles en matière de finances ou de sécurité. Aux Pays-Bas, la piste cyclable est la zone qui possède le droit de priorité le plus élevé. Le fait qu'un piéton s'égare par mégarde sur cette voie engendre de grands risques de collision et provoque souvent des réactions très fermes de la part des habitants locaux. Vous devez observer attentivement les panneaux de signalisation et marcher uniquement sur l'espace réservé aux piétons pour garantir votre sécurité. Les vélos circulent ici à une vitesse élevée et restent toujours prioritaires, même face aux véhicules motorisés dans les zones urbaines. Le quartier rouge à Amsterdam fonctionne selon des règles très strictes concernant le respect de la vie privée. Utiliser un appareil photo ou un téléphone pour photographier les vitrines ou les personnes qui y travaillent est un comportement totalement interdit. Les agents de sécurité et le système de surveillance interviendront immédiatement s'ils détectent un acte de tournage ou de photographie non autorisé. Le respect des droits individuels est la valeur fondamentale qui permet à ce quartier de maintenir son activité de façon stable depuis plusieurs décennies. Les Néerlandais établissent une gestion du temps extrêmement précise. Le réseau de trains et les transports publics fonctionnent à la minute près, exigeant que vous soyez présent au point d'embarquement avant l'heure du départ. De plus, la grande majorité des magasins et des supermarchés ferment leurs portes à 10 à 8 heures précises chaque jour. Planifier vos achats et vos repas de bonne heure est une stratégie nécessaire pour vous adapter au rythme de vie de la population locale. Aux Pays-Bas, l'utilisation des toilettes dans les gares, les centres commerciaux ou les aires de repos nécessite généralement le paiement d'une taxe allant de 55 à 1,10 $. Les terminaux de paiement automatiques acceptent les cartes sans contact ou les petites pièces de monnaie. Les Pays-Bas appliquent un processus de recyclage rigoureux afin de protéger l'environnement. Dans les appartements de location ou les espaces publics, les déchets sont triés de façon très claire en différentes catégories, à savoir le plastique, le papier, le verre et les déchets organiques. Jeter ces déchets de manière non conforme entraîne des amendes administratives de la part des autorités urbaines. Une information pratique importante concerne la politique de restitution de la consigne pour les bouteilles et les canettes appliquée dans tous les supermarchés. Lorsque vous achetez des boissons dans des bouteilles en plastique ou des canettes en aluminium, le prix inclut déjà des frais de consigne d'environ 10 à 7 à 28 centimes de dollars. Après consommation, vous apportez les contenants vides vers les machines de collecte automatique situées à l'entrée du supermarché pour recevoir un bon d'achat correspondant au montant de la consigne initiale. Et voilà, nous avons terminé notre exploration de ces 15 faits incroyables sur les Pays-Bas. J'espère que tout ce que nous venons de partager vous aura permis d'avoir un regard neuf et plus profond sur ce pays extraordinaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À la prochaine!